Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je suppose que nombre d'entre vous, chers amis, se sont déjà rendus compte au moins une fois dans leur vie qu'ils avaient tort. Oh, je suis comme vous et comme vous, je sais que c'est une chose parfois difficile à admettre, pour peu que l'on soit un tantinet têtu. Seulement, il y a des choses sur lesquelles il n'est pas grave de se tromper, des choses pour lesquelles on peut faire amende honorable sans pour autant en faire une question de vie ou de mort. Dans l'histoire que vous allez connaître aujourd'hui, un homme s'est trompé, lourdement trompé, par 2 fois. Il a eu pourtant largement le temps d'admettre qu'il avait tort. Oh, je vous le dis dès le départ, il n'a pas commis de crime. Selon la loi, ce n'est pas lui que l'on jugera devant les assises. Et s'il est mort maintenant, c'est de mort naturelle, probablement persuadé qu'il n'avait pas tout à fait tort. C'est tout ce qu'un homme dans sa situation pouvait admettre. Cet homme, c'est un père de famille, un homme simple et rude. Il est forgeron à Fresnancourt, dans un petit village du nord-est de la France, où, comme à l'ouest, on est têtu. Depuis 2 ans, il tient bon le père Véron, envers et contre les sentiments que sa propre fille Raymonde éprouve à l'égard d'un garçon qui ne plaît pas à la famille, mais qui surtout ne lui plaît pas à lui. En homme habitué à manier le fer rouge et à le tordre, il ignore les états d'âme de sa fille, comme il dit. La gamine doit céder, et elle cédera. Quant à l'amoureux, Alfred, il est trop malingre, un bon à rien, un rêveur. Il cédera aussi. Tout rentrera dans l'ordre, et il se charge, lui, Véron, de se trouver un gendre qui lui conviendra, un bon gars bien costaud, prêt à faire du bon travail et de beaux enfants, qui nourrira sa famille en travaillant du lever du jour au coucher du soleil, un bon ouvrier, un bon père, un bon mari et un bon gendre, qui ne perdra pas son temps à parler des étoiles au clair de lune et à raconter toutes ces sortes de bêtises qui viennent dans la tête des gens de la ville. Mais Alfred et Raymonde, le Roméo et la Juliette du village, allaient donner tort au papa irascible. Ils allaient lui donner tort une première fois, puis une seconde fois, en s'y prenant de telle manière que leur histoire d'amour, qui aurait pu, que dis-je, qui aurait dû être banale, est devenue l'un des dossiers extraordinaires de la police. Je vous ai dit que Véron, le forgeron Véron, père de la jeune Raymonde, allait avoir tort, plutôt 2 fois qu'une. Voyons donc la première fois. Le forgeron est un homme puissant, haut en couleur, qui a l'habitude probablement de taper sur la table en tonnant ses opinions bien haut. Sa fille, qu'il a élevée seule, en sait quelque chose. Entre eux, les confidences sont rares. Raymonde habite chez sa grand-mère, une paysanne brave, bien âgée, guère bavarde, qui semble venir d'un autre siècle. La personnalité et les allures de sa petite fille lui font un peu peur, de son temps, n'est-ce pas? Alors là aussi, les confidences sont rares. Et Raymonde a 19 ans. C'est dur de se taire à 19 ans, l'âge des rêves, des enthousiasmes, des incertitudes. À qui confier tout cela? À l'instituteur? Elle est trop grande maintenant. Au curé, oh, il lui dira d'être sage et d'obéir à son père. Au facteur, il le racontera au bistrot et les garçons riront sur son passage le dimanche au bal. Raymonde n'a pas d'amis de son âge, et en aurait-elle qu'il serait difficile de leur dire qu'elle a un amant. Oh, ce n'est pas une chose que l'on affiche en 1930. Raymonde passerait pour une dévergondée, comme on dit au pays, une de ces filles qui viennent au bal sans cavalier et repartent accompagnées par les chemins sombres. Et puis, de toute façon, une passion cachée doit rester une passion cachée pour garder tout son mystère. Et dans les livres de 4 sous que Raymonde achète chez la mercière, les amants sont toujours persécutés. Quelquefois même la jeune fille meurt à la fin et le fiancé, désespéré, la rejoint dans la mort. C'est beau. En l'occurrence, le fiancé que fréquente Raymonde depuis 2 ans s'appelle Alfred. Oh, ce n'est pas un prénom très romantique, mais peu importe. Alfred Hélin, donc, à 23 ans, il est manœuvrier, c'est-à-dire qu'on l'embauche à la journée pour les travaux agricoles.
Madame Hélin, sa mère, a mis au monde 12 enfants, dont 7 sont morts en bas âge. Son médecin dit d'elle qu'elle est peu résistante physiquement et fantasque au mental, on le serait à moins. Monsieur Hélin, son père, est à la retraite, vieux colonial. Il a été réformé pour troubles nerveux à la suite d'un traumatisme reçu en service commandé. L'ambiance familiale chez les Hélin est assez déprimante, et Alfred, lui non plus, ne se confie guère. Un père instable, une mère usée, un frère qui s'est jeté sous un train il y a 4 ans, on n'a jamais su pourquoi. Alors Alfred, à peine la soupe avalée, se sauve de cette maison, et va errer dans les chemins d'alentour, regardant le monde, rêvant aux étoiles. Tout ce que le père Véron n'aime pas. Un jour, il a rencontré Raymonde. Elle lui a parlé, ils se sont revus, ils se sont confiés l'un à l'autre, et bien sûr, ils se sont aimés. Ils ont maintenant pour eux tout seuls un minuscule univers de tendresse, de confiance absolue. Ce qui leur a toujours manqué, ils l'ont enfin. Pour se soustraire au ragot du village et à l'autorité du père Véron, qui a eu vent de la chose, ils se retrouvent en secret tous les jours dans le petit bois de Monceau-les-Loups. Ils font de grandes promenades silencieuses, et lorsqu'ils s'assoient au pied d'un arbre, c'est pour échanger des serments que les petites revues à 4 sous de la Mercière ne renieraient point. Lorsqu'ils sont empêchés de se voir, Raymonde écrit des petits billets passionnés. Je t'ai vu passer à bicyclette, j'étais dans l'auto de mon oncle, et je voulais me jeter par la portière. Mon Fred chéri, je souffre, viens-moi en aide, je suis martyr, je pleure, par pitié, j'ai confiance en toi. Malgré toutes les misères que l'on me fait, je serai à toi pour la vie. Puis les choses se gâtent sérieusement. Alfred a pris son courage à 2 mains, et il est allé voir le père de Raymonde pour se justifier et lui demander sa main. Le père s'est fâché tout rouge. Il a traité Alfred de tous les noms. Pour lui, c'est un malade, un ivrogne, un feignant, bref, ce n'est pas un homme, et il n'aura pas sa fille. Et quand je dis non, c'est non, crie le forgeron, en jetant Alfred à la porte. Pleurs, supplications de Raymonde, rien n'y fait. Et le père d'ajouter, tu es mineur, et tu m'obéiras, en tout cas jusqu'à ta majorité. Ah, j'imagine aujourd'hui un père disant ça à sa fille, et se faisant rire au nez tout simplement, ou bien alors subissant une contestation en règle à propos de l'autorité parentale. Mais on ne parle pas encore de contestation en 1930 dans le petit village de Monceau-les-Loups, et le père Véron se persuade qu'il a mis un terme à ce roman stupide. C'est là qu'il commence à se tromper. Il aurait dû essayer de comprendre au lieu de tempêter. À cette minute, il vient de prendre le risque de voir se transformer ce qui n'était peut-être jusque-là qu'une petite amourette. Il vient de prendre la responsabilité de la faire grandir en passion, et par là même de devenir incontrôlable. Pauvre père Véron. Sa forge ne l'a pas habitué aux tourments de Madame Bovary, et il croit bien faire. Alors Alfred et Raymonde, qui jusque-là n'étaient que 2 amoureux incompris, se sentent devenir sublimes. Il ne leur reste qu'une solution, braver la famille, le village et le monde entier par la même occasion. Un dimanche solitaire s'est écoulé pour l'un comme pour l'autre, et l'on a pris rendez-vous pour le lendemain lundi dans le petit bois. C'est le mois de mai. Le village entier est au travail. Raymonde se sauve de chez sa grand-mère et court vers le petit bois où Alfred doit la rejoindre. Il arrive en retard, car il est allé faire une course mystérieuse, une course qui gonfle la poche de son veston de manière inquiétante. C'est la fin d'une belle journée de printemps. Raymonde et Alfred, se tenant par la main, marchent côte à côte sur un petit sentier. Leur dialogue est difficile, le garçon tremble de nervosité, mais son regard est ferme et décidé. Les arbres défilent lentement au rythme de leurs pas. Si tu as peur, si tu t'échappes, je te tirerai dans le dos. Il tire. Dans le ventre. Raymonde s'écroule.
avec juste un léger recul en arrière. Alfred retourne l'arme contre lui, tire à nouveau. La balle pénètre dans sa tête. Il tombe à son tour, et le silence revient dans le petit bois. Le lendemain, dans la rubrique Faits divers de l'Éclaireur de l'Est, on peut lire: la jeune fille, malgré ses blessures, parvint à gagner les premières habitations du village de Pont à Bussy, où elle fut secourue. À son tour, Alfred et Lin, arrivés à l'entrée du pays, les deux désespérés furent transportés d'urgence à l'hôpital de Laon, où nous avons pu apprendre que malgré la gravité de leurs blessures, les deux jeunes gens ne seraient pas en danger de mort. On a pu extraire la balle du corps de la jeune fille. Quant à Hélin, il restera aveugle. L'histoire pourrait s'arrêter là, en effet, comme un simple fait divers. Mais les faits divers sont-ils toujours si simples? Le vieux forgeron irascible aurait-il eu raison de cette histoire d'amour stupide et qui finirait aussi mal? Sûrement pas. Je vous le disais au début de cette histoire, l'avenir va lui donner tort une fois de plus, très vite, et plus gravement encore. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Après ce double suicide malheureux, Alfred et Lin passent en correctionnel le 4 octobre 1930, 5 mois environ après le drame de la forêt de Monceau-les-Loups. Pendant cet intervalle, il est resté à l'hôpital de Laon en traitement. Sa cécité est définitive. Au village, le soir, à la veillée, on cancane un peu. C'était sûr que ça tournerait mal. La Raymonde, c'est une orgueilleuse, elle est comme son père. Suffisait que le père dise non pour qu'elle se mette le garçon en tête. Ah, une bien belle fille, pourtant, et qui mérite mieux, enfin. C'est fini, maintenant. Au café du village, on philosophe bon train. Oh, l'amour, quand ça vous tient, c'est beau quand même. Qui l'aurait cru qu'Alfred aurait des idées comme ça? Des idées comme ça, le tribunal correctionnel les condamne à 4 mois de prison avec sursis. Et Alfred est aveugle, à 24 ans. Raymonde, elle, s'en est bien sortie, si l'on peut dire. Elle a regagné le village et retrouvé sa famille. Oh, bien sûr, elle écrit des lettres embrouillées qui tantôt parlent d'amour, tantôt d'abandon, toujours avec la même passion, pourtant. Si tu savais comme tu me manques, je n'avais que toi pour être aimé. Mais Alfred, au fond, n'est pas sûr que la pitié n'entre pas pour beaucoup dans ce genre de déclaration. Brutalement privé de contact avec l'extérieur, il se renferme de plus en plus, devient jaloux. Raymonde voit toujours le monde, et le monde la regarde. Il sait aussi que, pour une grande part, il lui doit la clémence du tribunal correctionnel, car c'est elle qui a supplié le procureur lors du procès, en adressant au tribunal une longue lettre qui se terminait ainsi. « Je vous supplie à genoux de ne pas punir Hénin, ce pauvre aveugle déjà puni par lui-même, puisque sa vie désormais doit rester dans la nuit éternelle. Ayez pitié de 2 pauvres enfants. » Toujours lyrique, la jeune Raymonde. Alors le tribunal a rejeté l'essentiel de la faute sur le père de Raymonde et son intransigeance. Sur son lit d'hôpital, Alfred a eu le temps de réfléchir à tout cela. Et c'est lui qui écrit maintenant, ou plutôt qui fait écrire à sa fiancée, de l'oublier. Elle répond, le traitant de lâche, d'ingrat. Novembre arrive. Alfred doit partir pour Soissons, dans un centre de rééducation pour aveugles. Et Raymonde, qui semblait s'être un peu détachée de lui, tout à coup ne peut plus supporter l'idée de cette séparation. Elle veut partir avec lui. Mais pour partir, il faut de l'argent. Alfred n'en a pas et le fisc lui réclame les frais de justice de son procès. Voilà bien le fisc. Indifférent aux histoires d'amour, au reste d'ailleurs. Plus d'argent, plus de foyer, plus de métier. La misère. Et le père de Raymonde refuse toujours le mariage, bien entendu. Plus que jamais même. Il prétendra plus tard qu'il avait donné son consentement. Si cela était vrai, on comprend mal ce qui va suivre. Quoi qu'il en soit, le mardi 11 novembre 1930, jour de l'armistice, Alfred sort de l'hôpital de Laon. Raymonde est là. Il est 13 heures. L'un s'appuyant sur l'autre, ils descendent lentement la rue Saint-Martin. Il fait gris et froid, ils ne savent où aller. Alors ils se dirigent vers la gare. Raymonde est glacé, il s'attable devant des boissons chaudes, et Alfred parle. Il veut faire comprendre à Raymonde que la vie sera difficile. Il faut de l'argent, des soins, trouver un emploi plus tard. Raymonde s'en moque. Alfred continue son monologue dans le décor sinistre, au milieu de tintements des tasses, du halètement des locomotives.
Les voyageurs sont rares et fatigués, ils ne s'attardent pas. Un ivrogne sur une banquette, une femme chargée de paquets, un vieillard près du poêle qui s'enfume. On ne les remarque pas. On a l'habitude dans les buffets de gare, des gens qui refont ou défont leur vie avant de prendre un train. Raymond ne se rend pas compte que son fiancé a changé. Elle ne se rend pas compte que cette angoisse dans la voix, c'est la peur. Car maintenant, Alfred est là, a peur de tout, des gens qu'il ne voit plus et qui peut-être le regardent, de Raymond, qu'il aime toujours, mais qui n'a plus de visage, de geste pour lui. Il est jaloux de tout ce qu'elle a et qui ne lui appartient plus. Alors il se lève. Un seul refuge pour retrouver peut-être la vie d'autrefois, sa mère. Il faut qu'il retourne là-bas, au village. Sa mère l'accueillera, il en est sûr. Il est maintenant près de 5 heures. Raymond va prendre 2 tickets au guichet, les voilà sur le quai, puis dans le train. À 20h45, ils sont à Fressancourt et se dirigent vers la maison des parents Hélin. Elle est déserte. C'est bête. Si seulement quelqu'un attendait, si quelqu'un tendait les bras, servait la soupe, rallumait le feu en parlant de tout et de rien, peut-être que... Si quelqu'un était simplement là. La porte d'une chambre est ouverte. Il y a un lit. Un beau lit de campagne gonflé d'un édredon de crotonne. Au-dessus, un crucifix de bois. C'est là qu'on trouva Raymond étranglé, sur le lit. Lui, debout sur le pas de la porte, attendait les gendarmes. Le surlendemain, on pouvait lire à nouveau dans l'éclaireur de l'Est, mais sur 2 colonnes et en première page cette fois. Que se passa-t-il exactement? Au premier interrogatoire, Hélin déclara s'être élancé sur la jeune fille et comme un fou lui avoir serré la gorge à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance. Bientôt, la mort avait fait son œuvre. Le drame se déroula sans témoin. À leur retour, les parents avertirent les gendarmes. Ceux-ci firent diligence et avec perspicacité interrogèrent Hélin qui leur fit le récit que nous venons de rapporter. Le meurtrier a été écroué dans la soirée. À l'audience du 10 février 1931 de la cour d'assises de l'Aisne, on se posa la question de savoir si Raymond, comme l'affirmait son amant, avait à nouveau demandé à mourir. Le parquet en doutait et le président partagea ce doute. Des témoins ont dit que Raymond avait peur de la mort et qu'elle ne vous a défendu au premier procès que par pitié. Raymond m'a demandé la mort. Alfred s'exprime lentement, il se défend avec un calme singulier, droit à son banc, les mains croisées dans le dos, pour les cacher peut-être. Dans la grande salle gothique de l'ancien évêché où siège le tribunal, l'auditoire grandit à chaque minute, passionnément attentif. Une curiosité malsaine les attire vers cet accusé qui ne voit pas ses juges. Raymond vous avait dit qu'elle vous épouserait à 21 ans. 2 ans, c'est vite passé. Pourquoi vous aurait-elle demandé la mort? Elle en avait assez de tous ces affronts, et ses parents ne voulaient plus me tolérer dans sa chambre. Alfred dit cela naïvement. Rien ne l'ébranle. On vous dit paresseux, sournois, brutal, alcoolique. Paresseux? Quand on paiera bien l'ouvrier agricole, il travaillera mieux. 23 témoins vont défiler, presque le village entier, et l'on abreuve les jurés de ragots de voisinage. C'est à ce moment-là que le père de Raymond affirme qu'il avait donné son consentement à ce mariage. Alors pourquoi? Elle m'a supplié, alors j'ai serré le cou. Combien de temps? 4 à 5 minutes. Vous étiez calme comme maintenant? Comme maintenant. Et en étant calme, vous avez pu serrer le cou de votre fiancé pendant 5 minutes? C'est un coup de désespoir. J'étais entré dans le désespoir de Raymond. Montrez vos mains au juré. Il les lève. Énorme. Et la salle frémit. Le docteur Rogue, aliéniste, conclut à une responsabilité pénale certaine mais atténuée. Hélin a commis un crime passionnel. Étrangement calme, ce crime passionnel, pense le président. Un seul témoin fait rebondir l'affaire, c'est l'instituteur. Après le premier attentat, il a eu avec Raymond une conversation qu'il rapporte à la barre. Je lui ai demandé si elle voulait toujours épouser Hélin. Elle m'a répondu « Si je refuse,
J'ai peur qu'il me fasse un mauvais coup. » Alors le défenseur d'Alfred Hélin s'agite. Il inonde les jurets de la correspondance échangée entre les deux amants. Raymond aimait, c'est évident, chaque mot le crie. Et elle n'aurait pas demandé la mort? Mais elle a laissé une preuve certaine de ce désir de mourir. Elle a laissé son corps. Sur lui, aucune trace de violence, aucune égratignure. Elle aurait pu s'échapper. Elle était jeune, vigoureuse. Elle aurait griffé, frappé, mordu. Hélin ne portait aucune trace de ce genre quand on l'a arrêté. Le médecin légiste confirme. Raymond ne s'est pas défendu. Oh, je ne vous ferai pas le grand plaisir de vous lire, chers amis, les autres passages lyriques de la plaidoirie du défenseur. J'ignore s'il est encore de coutume dans les prétoires de citer Baudelaire à tous les échos, un seul vers peut-être. « Vivre est un mal, c'est un secret de tous connu », clame le romantique avocat. Le procureur, beaucoup plus prosaïque, et c'est son rôle, se contente de rappeler que le meurtrier, avant de tuer, s'est servi et a bu une tasse de café chaud, et qu'après avoir tué, il a allumé une cigarette. Puis, lorsque sa mère est arrivée, il a dit tout de go, « Raymond est morte, va chercher les gendarmes. » Guère plus ému que s'il venait de rentrer les foins, conclut le procureur. En vérité, la seule chose qui troubla les jurés était que cette fois-ci, Alfred Hélin n'avait pas tenté de se suicider. Ils se laissèrent pourtant entraîner par la défense et accordèrent les circonstances atténuantes avec 5 ans seulement de réclusion. On pourrait presque dire, en somme, que la première fois, Alfred Hélin avait été condamné pour avoir tenté de tuer, et que la seconde fois, il était acquitté pour avoir réussi. Et cela non plus, le père de Raymond ne le comprit jamais. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.